Bonjour à tous. Donc, pour me présenter vraiment très rapidement, Mehmet Selan, je suis juriste de formation. J'ai travaillé 7 ans à l'Assemblée nationale et je suis maintenant expert IA, conférencier et formateur en IA. Et donc, dans le petit séminaire conférence que nous allons faire aujourd'hui, j'ai essayé d'être assez général pour qu'on puisse pour qu'on puisse s'acculturer à l'IA, mais avec quelques exemples pratiques pour que vous voyez aussi concrètement comment on peut l'utiliser. Donc, on n'est pas très nombreux, donc vraiment, si je vais trop vite, il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main pour m'interrompre, pour que je puisse répondre, parce qu'en général, qu'on pose la question tout de suite après la présentation, c'est plus efficace. Donc pour commencer, on va revenir un peu sur qu'est-ce que l'IA pour une acculturation, pour que tout le monde soit au même niveau de connaissance. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition internationale de l'IA. Ce sur quoi on s'accorde, l'IA, c'est une machine, un algorithme qui est capable d'apprendre et de s'adapter. En gros, c'est un programme informatique qui arrive à simuler certaines fonctions cognitives humaines, donc comme l'apprentissage, la compréhension. Vous allez dans le vocabulaire, souvent dans vos lectures, dans ce que vous allez lire, vous allez souvent voir les concepts d'IA faible et d'IA forte. Donc, une IA faible, c'est une IA qui sait faire qu'une seule tâche, comme par exemple ChatGPT qui sait générer du contenu, on va le voir plus tard. Et l'IA forte, qui est pour l'instant théorique, qui n'existe pas, c'est une IA qui arrive à reproduire tout ce qu'un humain peut faire. Donc, c'est Terminator. On n'en est pas encore loin. On ne sait pas si on y sera encore, mais voilà. Et juste aussi pour déconstruire quelques mythes et réalités, on emploie le mot intelligence pour intelligence artificielle, mais ce n'est pas une intelligence à proprement parler comme on l'entend chez l'humain. Exemple, un enfant de 3 ans, 4 ans, vous lui montrez une fois un chat, deuxième fois un chat, la troisième fois que l'enfant va voir un chat, elle va comprendre ce que c'est. L'IA ne sait pas faire ça. Une IA, c'est un programme informatique comme on l'a vu. On verra après de façon plus précise. L'IA, il va lui falloir des quantités astronomiques de données pour qu'elle comprenne ce qu'un chat. Il faudra des photos de chats, des vidéos, des images dessins animés, des photos, de façon astronomique pour comprendre. Donc, on emploie le terme intelligence parce que ça imite l'intelligence humaine, mais c'est pas une intelligence à proprement parler. Donc, l'IA n'a pas de conscience, ne ressent pas des émotions. C'est juste des modèles mathématiques qu'on va voir juste après. Donc, pourquoi on parle beaucoup d'IA maintenant? Alors, il faut savoir que le terme IA existe depuis les années 50. Donc, c'est en 51 que le premier test de Turing a réussi. Le test de Turing, qu'est-ce que c'était? C'est une personne comme moi qui était devant un ordinateur et qui parlait à deux personnes. Sauf que dans ces deux personnes-là, une était une personne réelle et l'autre personne était un ordinateur qui lui répondait. À partir du moment où moi, je ne sais pas lequel de mes interlocuteurs est un ordinateur et lequel est un humain, le test de Turing est réussi. Ça veut dire que l'IA a réussi à imiter déjà le comportement humain. Et ça, donc le premier test de Turing qui a réussi, c'était en 51. Donc, dès les années 50, on parle d'IA, mais tout s'est accéléré. Bon, il y a eu des moments où on en parlait moins, mais tout s'est accéléré notamment avec ce qu'on appelle le big data. On le voit ici, c'est que, alors, je fais aussi pour la sémantique, donc il y a IA pour parler d'IA de façon générale, et on va parler d'IA générative pour tout ce qui est les logiciels, les outils tels que ChatGPT. Et pourquoi on dit générative? Parce que ça génère du contenu. Et donc, comme je vous le disais, dès les années 50, le terme d'IA apparaît. Mais pourquoi aujourd'hui on en parle tant et c'est devenu autant accessible? C'est que depuis les années 2000-2010, il y a une explosion des données. Donc tout ce qui est public, tout ce qui est sur Internet, les photos, les images, les achats, tout est réuni dans des data centers pour que l'IA puisse s'entraîner. Il y a la puissance de calcul qui a aussi augmenté. Donc qui dit beaucoup de données, comme on disait tout à l'heure, l'IA, c'est des calculs mathématiques, il faut une grosse puissance de calcul. Vous avez sûrement tous entendu parler de l'entreprise Nvidia. Donc, Nvidia, c'était une entreprise qui faisait des microprocesseurs, enfin ce qu'on appelle des GPU, pour les jeux vidéo. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était les meilleurs microprocesseurs pour l'IA. Donc, c'est pour ça qu'Nvidia vend beaucoup aujourd'hui et qu'ils ont une puissance de calcul qui est énorme et les algorithmes qui ont beaucoup évolué, et notamment avec la collaboration du public et du privé. Dans le monde de l'IA, il y a beaucoup de collaboration, donc les algorithmes évoluent beaucoup. Un algorithme, c'est un modèle mathématique qui n'est pas figé, qui permet d'évoluer. Donc, comment fonctionne l'IA? Comme on le disait, c'est des mathématiques. On récolte des données. Donc, les entreprises qui aujourd'hui font de l'IA générative type ChatGPT
je vais beaucoup utiliser ChatGPT parce qu'en général, c'est celui que tout le monde connaît, mais après, on verra qu'il y en a d'autres, notamment des Européens et des Français. Donc, les entreprises comme ChatGPT ont collecté pendant des années toutes les données qui étaient publiques sur Internet. Avec ces données-là, ChatGPT les a analysées pour un apprentissage. Quand on parle d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on analyse comment les mots se suivent. Donc, avec toutes ces données, on a vu voilà, exactement comment les mots se suivaient pour identifier les corrélations entre ces différents mots. Avec ces analyses-là, on va créer des modèles. Donc aujourd'hui, dans l'IA, vous allez souvent entendre modèle. Et le modèle, en fait, si vous voulez, c'est un peu le logiciel, c'est le logiciel de l'outil. En IA, on appelle ça un modèle. Et ces modèles s'améliorent continuellement parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles données qui sont rajoutées, à chaque fois qu'il y a des corrections qui sont apportées, le modèle de ces IA génératives, comme type ChatGPT, continue d'évoluer. Donc, maintenant, on va prendre un exemple plus précis, l'exemple de ChatGPT, comment ça fonctionne. Donc, est-ce que vous avez tous déjà essayé au moins une fois ChatGPT? Ouais. Ok. Bon, grosso modo, c'est une interface où on peut lui poser des questions, lui demander des choses, et elle nous répond de façon assez bien en général. Mais comment fonctionne ChatGPT du coup? Donc, c'est parce qu'on avait dit tout à l'heure que c'est pas une intelligence. Donc, la société mère de ChatGPT a récupéré beaucoup de données, notamment du texte. Donc, la société a découpé tous ces mots. Donc, par exemple, bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça et va? Et point d'interrogation, vous êtes découpé. On va appeler ça un token. Il y aura beaucoup d'anglicisme, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. En unité, token. Ces unités-là vont être étudiées. Comment, bonjour, comment ça va? On va voir que souvent ça va se suivre. Pourquoi ça se suit? Comment ça se suit? Donc là, on va voir, la machine va comprendre ce que c'est qu'un nom, un verbe, un adjectif, comment ils sont placés les uns avec les autres. Et ensuite, on parlait tout à l'heure de mathématiques. À partir de ces statistiques, la machine va faire des probabilités. Donc, quand on va demander à ChatGPT Paris est la capitale de, elle va analyser toutes ces données, voir que statistiquement le mot France apparaît après Paris et capitale, et donc la probabilité que la réponse à cette phrase soit France sera de 90%. Et donc, quand vous allez demander quelle est la capitale de la France, Paris est la capitale de, pour la machine, il y a 90% de chances que ce soit France. Et c'est comme ça qu'elle va vous répondre. Donc c'est comme ça que fonctionne l'IA générative. Donc c'est pas une intelligence, c'est pas de la magie, c'est juste c'est des probabilités avec beaucoup de données. Donc maintenant qu'on a compris un peu, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez lever la main, me couper, et je peux revenir sur des choses si je vais un peu trop vite. Donc maintenant cette IA, qu'on a compris un peu comment ça fonctionne, on va voir que dans notre quotidien personnel et professionnel, elle est un peu partout. Donc, on va commencer par, pour rendre ça un peu attractif, on va commencer par un quiz. Donc, est-ce que vous pensez que, donc c'est un smartphone, est-ce que vous pensez que dans un smartphone, il y a de l'IA? Oui? Levez la main. Non? Alors oui, dans un smartphone, il y a de l'IA, notamment pour tout ce qui est GPS, Google Maps, quand vous vous dirigez, c'est de l'IA. Assistants vocaux, quand vous posez des questions en parlant à vos téléphones. De plus en plus sur les photos aussi maintenant, qui proposent des retouches automatiques, reconnaissance d'image, traduction, voilà, déverrouillage facial, voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est de l'IA. Est-ce qu'il y a de l'IA sur cette image, donc dans une voiture? Oui? Non? Oui, bon, le oui l'emporte. Effectivement, donc on a déjà parlé du GPS tout à l'heure. Par exemple, si vous utilisez Waze, ce que fait Waze, c'est qu'en temps direct, il y a des informations qui lui sont fournies et l'IA va vous dire passez par là, passez par là. Par exemple, on peut tous les deux, Monsef et moi, prendre la même route, mais l'IA, pour qu'il y ait moins de personnes sur la même route, va dire à Monsef de passer d'un côté et moi de l'autre. Donc c'est de l'IA. Donc pareil pour l'assistance à la conduite, quand vous prenez des VTC, etc., etc. Donc c'est une carte de fidélité. Est-ce qu'il y a de l'IA ici? Oui? Oui? Non? Effectivement, dans les cartes de fidélité, il y a aussi l'IA. En fait, ce qu'ils font, c'est que quand vous donnez votre carte de fidélité, ces entreprises voient ce que vous avez acheté, elles le comparent avec ce que les autres ont acheté, et en fait, quand vous allez avoir des offres promotionnelles sur votre carte de fidélité, c'est pour vous pousser à la consommation, parce qu'on va estimer que parce que vous avez acheté ça, ça et ça, la prochaine fois, vous allez avoir besoin de ça aussi. Voilà. Voilà. Exactement, justement, j'allais venir. Pareil pour les plateformes type de streaming type Netflix.
quand on vous propose des films, c'est parce qu'on a vu que vous avez aimé tel film, que votre voisin aussi l'a aimé, etc. Et pareil en e-commerce, Amazon, etc. Quand on vous propose des produits, c'est de l'IA. On appelle ça de l'IA prédictive. Voilà. Donc, maintenant, on va venir sur, on va plutôt s'attarder sur toutes les technologies type ChatGPT. On appelle ça de l'IA générative. Pourquoi l'IA générative? Parce que ça génère du contenu. Donc, ça peut être du contenu texte, image, son, vidéo, code, à partir de cette instruction. Et on va voir un peu, on a vu tout à l'heure comment ça fonctionne, et on va voir tous un peu le potentiel de ces outils. Donc, il y a un concept très important à connaître avec l'IA générative, c'est le prompting. Encore, c'est un anglicisme. Le prompt, en fait, va être la requête que vous allez faire à l'outil d'IA générative. Donc, ChatGPT, vous allez lui dire, génère-moi ci, crée-moi ça, transforme-moi ça, résume-moi ça, rédige-moi ça. Ça, on appelle ça du prompt. Donc, en gros, c'est la requête. Et là, ça va être ce qu'on appelle, on va dire, le nerf de la guerre. Plus votre requête, votre prompt va être efficace, plus la réponse que vous allez avoir va être efficace, va vous servir. L'exemple que je vous donne, par exemple, c'est là, vous avez un exemple de prompt très simple. Donne-moi une recette de gâteau. Donc, vous allez avoir une recette un peu classique que tout le monde peut faire. Mais si vous lui demandez, rédige-moi une recette de gâteau au chocolat sans gluten pour 4 personnes avec ingrédients en grammes et temps de préparation, là, vous lui avez demandé quelque chose de plus précis. Et donc, la réponse aussi va être plus précise. Donc là, vous pouvez ajouter notamment pour une famille de 5 personnes, j'ai mon grand qui n'aime que le chocolat noir. Enfin, vraiment, plus c'est précis, et plus la réponse que vous allez avoir va être efficace. Donc, quand vous allez utiliser des outils d'IA générative, c'est vraiment à ça que vous devez faire attention. Quand vous allez télécharger des outils type ChatGPT et que vous voulez l'utiliser dans votre quotidien professionnel ou dans votre quotidien personnel. Donc, quelques conseils sur comment rédiger un bon prompt. Ça, si vous voulez, vous pouvez la prendre en photo. C'est soyez donc précis et spécifique, le plus précis et le plus spécifique. Ce qui fonctionne très bien, c'est de donner un rôle à l'outil. Dites-lui, tu es un expert en marketing, tu es un expert en communication, tu es un expert en rédaction. Dès que vous lui donnez un rôle, l'outil va être plus efficace parce qu'elle va prendre ce rôle. Et plus vous structurez votre demande, donc plutôt que lui dire donne-moi la recette du gâteau au chocolat, plus vous lui dites je veux une recette comme ci, comme ça, d'abord donne-moi le commencement, puis ensuite la suite, et plus la réponse va être efficace. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais on va le voir après directement sur l'ordinateur. Et voilà, donc maintenant, pour être un peu plus concret, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, pourquoi on ne voit pas? Voilà, c'est bon. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé très rapidement, pour vous montrer comment ça fonctionne. Autant être concret. Ah, j'ai pas internet, c'est vrai. Hop. Donc ça, alors c'est pas ChatGPT, mais en général c'est comme ça. Vous avez souvent une fenêtre ici où vous pouvez écrire la demande. Première chose que je voulais vous montrer, c'est que chaque outil que vous allez utiliser va avoir un modèle, un logiciel différent. Donc les réponses que vous allez avoir ne vont pas être exactement pareilles. Là, c'est l'exemple de ChatGPT. Donc je lui ai dit donne-moi des idées pour visiter Prague. Donc voilà, il m'a donné quelques idées. Et par exemple, ChatGPT a un concurrent français qui s'appelle Le Chat. Vous voyez déjà que la structure n'est pas pareille, et même si il y a des choses qui vont revenir, parce que Prague c'est pas non plus une ville, enfin c'est une très belle ville, j'aime beaucoup Prague, mais il y a des choses qui vont revenir, mais la façon de les présenter va pas être pareille. Ça pareil, donc ça c'est l'IA de Amazon, là vous voyez c'est complètement différent encore une fois. J'ai posé exactement la même question à chaque fois, hein. Donne-moi des idées pour visiter Prague. Moi le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer. Donc il y a plusieurs, là les 4 outils que j'ai utilisés, pour que vous voyez, donc ChatGPT. ChatGPT, si vous voulez, c'est le plus utilisé et le plus généraliste. Ça s'appelle Le Chat de l'entreprise Mistral. Ça, c'est français. Donc l'avantage, c'est que moi, c'est français. Les données restent en Europe et on constate que sur les langues européennes, donc dont la langue française, il y a 15% d'efficacité supplémentaire. Pourquoi? Parce que comme on avait dit que l'IA s'entraînait sur des données, là, il y a plus d'entraînement il y a plus de données françaises et donc c'est un petit peu plus efficace. Alors, d'un point de vue juste objectif, moi, enfin, j'ai pas de, je suis pas là pour vous vendre un logiciel sur d'autres. Juste voilà, en termes d'efficacité sur la langue française, c'est plus efficace. Encore une fois, je reste objectif, je reste neutre, on va dire.
C'est vrai que le chat a pris un peu de retard. Donc, alors, le chat, ce qu'il fait bien, c'est qu'il arrive à avoir de meilleurs résultats avec moins de données. Donc, ils ont un modèle qui est très efficace. Mais là, depuis quelques temps, ses concurrents ont évolué, ont eu de nouveaux modèles, proposent des nouvelles fonctionnalités, et le chat, pour l'instant, est un petit peu en retard. Et donc voilà, je vous donne juste les 4 principaux. Encore une fois, j'ai pas de part dans ces entreprises-là, c'est juste c'est ceux qui sont plus utilisés. Ensuite, cet outil s'appelle Claude, c'est la maison mère Anthropic, actionnaire d'Amazon. Enfin, donc en gros, c'est Amazon en fait qui a fait ça. Claude est réputé pour être le meilleur en rédaction de texte et en code. Donc s'il y a il y a des ingénieurs ou des programmeurs ici, en coding, c'est continué comme meilleur. Contacter des recruteurs. Donc, pour pouvoir envoyer mon CV, là, il me fait un mail de candidature spontanée, un mail après une mise en relation LinkedIn, un mail de réponse à une offre. Donc là, voilà, j'ai plus qu'à... Mon CV, il est prêt. Et là, c'est quelle IA que vous avez utilisé? ChatGPT ici. D'accord. Voilà. Mais les 4 IA dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils peuvent tous le faire. Encore une fois, différemment. À vous de voir ce que vous préférez. Mais on va tout préparer. Et en plus, là où vous pouvez remarquer que, entre guillemets, où c'est des guillemets intelligent, comme j'ai commencé par LinkedIn en disant améliore mon profil LinkedIn, il a eu la présence d'esprit de me dire je te fais un mail de candidature spontanée, mais je t'en fais un aussi pour contacter des gens, des recruteurs sur LinkedIn. Ensuite, je continue. Préparez-moi aux questions pour un potentiel entretien. Donc là, je peux même m'entraîner à l'entretien. Donc les questions qu'on peut me poser. En plus, maintenant, sur pratiquement toutes les IA, sur le téléphone, il y a le mode voix. Donc, si je passe sur mon téléphone et que je le mets en mode voix, je peux même directement échanger avec lui pour faire une simulation d'entretien. Sauf sur Meta, Meta, pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est. Il va y arriver, mais pour l'instant, c'est pas fait encore. C'est exactement. Donc là, voilà, j'ai les questions. Questions sur ton parcours, questions sur l'IA et la transformation digitale, parce que c'est mon profil. Questions sur mes compétences et mon savoir-être. Questions à poser aux recruteurs pour me démarquer. Et des bonus avec des réponses que l'IA me conseille. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé une offre au pif, mais c'est une offre, c'était pour de mémoire ingénieur commercial ou quelque chose comme ça. Je lui ai mis le lien de l'offre, rédige-moi une lettre de motivation pour cet emploi. Et donc tout de suite, il a retrouvé l'offre sur Internet et il m'a fait une lettre de motivation en mettant en avant mon profil, en prenant en compte la demande de cette offre-là. L'IA m'a rédigé une lettre de motivation. Et comme ceux qui ont déjà fait du recrutement savent que les lettres de motivation c'est très important et que souvent c'est la redite du CV et qu'elles se ressemblent toutes parce que moi aussi j'ai été jeune, on prenait des modèles qu'on envoyait un peu à tout le monde. Là, pour les jeunes et moins jeunes d'aujourd'hui, ces outils d'IA vont permettre la personnalisation. Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fonction des outils qu'on utilise et même en fonction des personnes qui l'utilisent, les réponses ne seront jamais les mêmes. Statistiquement, il y a très peu de chances que les réponses soient les mêmes. Donc même si on est tous ici à postuler à la même offre, parce qu'on va demander de façon différente, parce que les outils vont nous connaître un peu mieux, quand on va demander la même chose, même si on demande exactement la même chose, la rédaction, ce qui va être généré, va être différent selon nos profils. Donc ça va pas être, c'est pas un objet de conformisation. Ça permet de garder la personnalisation l'IA générative aujourd'hui. Avec quand même quelques pièges à éviter sur l'IA générative en général. Donc par contre, toujours personnaliser les sorties, les réponses, ne jamais faire de copier-coller sans modification, parce que l'IA m'a apporté des réponses dans le sens où elle m'a fait une lettre de motivation, elle m'a fait un CV, etc. Il faut toujours vérifier quand même s'il n'y a pas d'erreur, notamment par exemple dans la lettre de motivation. Est-ce qu'elle n'a pas trop fait? Est-ce que le ton n'est pas trop robotique, informatique? Est-ce que le ton me correspond? Est-ce que vraiment tout est vrai ou est-ce qu'elle n'a pas fait un peu trop? Voilà. C'est toujours vérifier, ne jamais faire de copier-coller sans vérification. Deuxième chose très importante, toujours vérifier les informations. Comme vous l'avez dit, monsieur, il peut arriver que l'information ne soit pas exacte parce que, en fait, l'IA générative est programmée pour vous répondre, pas pour vous dire la vérité. C'est-à-dire que quand vous lui posez une question, quand vous lui demandez quelque chose et qu'elle n'a pas les réponses, plutôt que vous dire « je ne sais pas », son réflexe va être de vous répondre.
Mais comme elle n'a pas l'information, elle va inventer la réponse. On appelle ça une hallucination. Elle va vous répondre en essayant de vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Sachant que, bon, après, aujourd'hui, sur les outils d'IA générative, on peut choisir le ton de l'IA. Maintenant, dans les options, on peut dire neutre, pragmatique, Gen Z, voilà, il y a plusieurs options. Mais en tout cas, voilà, ça c'est très important. Pour essayer un peu d'éviter cet écueil, ce que vous pouvez faire, une petite astuce, c'est qu'une fois que vous avez rédigé votre prompt, toujours finir par « ne me réponds pas si tu n'as pas la réponse ». Ça permet d'éviter d'avoir des fausses informations. Mais quand même toujours vérifier. Et voilà, comme on dit tout à l'heure, injecter votre expertise. C'est même si l'IA peut me faire un très beau CV, une très belle lettre de motivation, c'est important de la relire pour être sûr que ce qui est écrit me correspond, voilà, me correspond bien, qu'elle n'a pas rajouté des compétences, qu'elle n'a pas surfait. Donc voilà, ça. Donc ça c'était le candidature. Maintenant on passe de l'autre côté, l'IA comme catalyseur de carrière. On a vu l'IA dans le quotidien personnel, ce qu'on pouvait faire un peu avec, comment on pouvait s'en servir pour postuler. Maintenant pour les professionnels, comment on peut utiliser l'IA dans le monde professionnel. Il y a 3 grands secteurs où l'IA va avoir beaucoup de répercussions. Un c'est l'armement. On le voit un peu déjà dans les médias, notamment sur comment l'IA va influencer la guerre, sur notamment la prise de décision. Aujourd'hui, on fait de plus en plus par exemple des drones qui n'ont plus besoin de l'humain pour attaquer, mais qui décident d'attaquer ou pas. Le deuxième grand secteur, c'est la santé. En fait, grâce à l'IA, il y a énormément de nouvelles découvertes dans la santé, notamment dans la pharmacie. Là où il fallait prendre des mois, voire des années pour trouver la bonne combinaison de molécules, avec les calculs d'IA, ça peut aller beaucoup plus vite. Et donc, ça réduit le temps de recherche. Oui, ça va super vite. Pardon ? Avant, il fallait 10 ans. Aujourd'hui, ça va. Alors, de ce que j'ai lu, hein, je ne suis pas dans la Même pharmacie. pour la composition des vaccins en ARN messager, l'IA apporte une rapidité considérable. Apparemment, on peut faire en 1 an ce qu'on faisait en 10 ans avant. Voilà, c'est ce que j'ai lu. À vérifier. Hein. Et donc, sur la pharmacologie, mais aussi sur la santé, jusqu'à il y a 1 mois, on disait que par exemple, dans la radiologie, ce qui était le plus efficace, c'était l'humain plus l'IA, donc le docteur plus l'IA, l'œil du docteur plus l'IA. Depuis 1 mois, l'IA surpasse le docteur. Surpasse la combinaison des deux. Dans le cancer du sein, par exemple, aujourd'hui, l'IA repère le cancer du sein de façon plus rapide que vite. Et le 3e secteur où l'IA va avoir beaucoup d'impact, c'est l'éducation. Là, parce qu'en fait, comme on disait, l'IA permet d'avoir une personnalisation dans ce qu'on fait. Là où aujourd'hui, on a un enseignant, par exemple, pour une classe de 30 élèves, avec l'IA, on peut avoir 30 enseignants, enfin 1 enseignant par élève. Parce que comme elle s'adapte à son interlocuteur, faire des exercices avec l'IA, ça permettra à l'IA d'aller au rythme de l'élève et de lui proposer du contenu en fonction de ses besoins. Donc plus lent, plus rapide en fonction de l'élève. Donc c'est les 3 secteurs. Donc ça c'est de façon générale, mais aujourd'hui, vraiment dans tous les secteurs, on utilise de l'IA, soit IA générale ou IA générative. Par exemple, pour le marketing, aujourd'hui, générer du contenu personnalisé à grande échelle est beaucoup plus facile parce qu'on a des logiciels de génération de vidéos, d'images qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, de l'analyse prédictive de comportement, de l'optimisation de campagne, et surtout même préparer tout ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je vais vous prendre mon exemple. Je suis formateur IA, donc forcément, j'utilise de l'IA dans mon métier. Pour la formation d'aujourd'hui, j'ai demandé à l'IA, j'ai brainstormé avec l'IA, qu'est-ce que je pouvais vous présenter, et là où je pouvais mettre plusieurs heures à réfléchir à la présentation, échanger avec la Maison de l'Europe, échanger et revenir. Voilà, un brainstorming avec l'IA, ça allait beaucoup plus vite sur le déroulé de la journée d'aujourd'hui. Pareil dans les ressources humaines, tout à l'heure on parlait de candidature, mais aujourd'hui les recrutements sont optimisés par l'IA, notamment par l'analyse de CV. Les formations sont plus personnalisées, comme je viens de vous dire juste avant, et la prédiction des besoins en compétences dans la finance, dans l'industrie, dans le secteur créatif. Dans le domaine juridique, par contre, pour l'instant, il faut faire attention. C'est pas, dans le domaine juridique français, en tout cas, on a fait quelques tests. Pour l'instant, c'est pas encore totalement efficace. La consultation Il y a aussi des nouveaux métiers qui se créent. Le métier de prompt engineer, bon, de moins en moins ça, mais dans le début de l'IA, on appelle des ingénieurs de prompt. Comment réussir à optimiser les prompts et comment avoir le meilleur prompt pour une tâche donnée. Entraîneur d'IA, donc comme on le disait, ce qui est important pour l'IA, c'est la donnée qu'on donne à l'outil. Donc c'est comment donner ces données et comment les entraîner. Il y a un métier aussi, alors ça je ne sais pas si ça va vraiment arriver, mais avec Trump ça a un peu changé. Ce qu'on appelait l'éthique
l'éthique de l'IA, c'est encore une fois, c'est quelles données donner à l'IA pour qu'elle soit au plus proche de nos points de vue de la société. Et data storyteller, c'est narrateur de données. Voilà. Je pense que ça viendra après. L'éthique va venir après l'euphorie de la démonstration mathématique. Alors ça va être exemplaire. Alors ça, si vous voulez, j'en parle parce que c'est un peu ce qu'il y a dans la littérature IA. Mon avis, c'est que ça reste... on n'est pas sûr. C'est de l'expectative. Ça reste de l'expectative, ce genre de choses. Dans un an, on peut dire tout un tas de choses. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution de l'IA, la vitesse est vraiment exponentielle. J'ai lu un article ce matin. ChatGPT a 800 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Actifs. Donc ChatGPT n'a que 3 ans. En 3 ans, ils ont réussi à avoir 800 millions d'utilisateurs actifs. Internet, il a fallu 13 ans à Internet pour avoir 800 millions d'utilisateurs actifs. Voilà. Donc vraiment, les vitesses d'évolution, les vitesses d'adoption et du coup les vitesses de changement sont vraiment très rapides. C'est-à-dire que par exemple là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, dans 6 mois, 1 an, je vous ferai une formation complètement différente parce qu'il y aura plein de nouvelles technologies, plein de choses encore qui vont évoluer. Donc aujourd'hui, les compétences clés pour réussir avec l'IA dans le monde professionnel, pour l'instant, c'est la collaboration humain-IA. Donc l'IA n'est pas encore autonome. Donc ce qui est important dans nos formations, ce qu'on rappelle, c'est la collaboration des deux. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de ce qu'on appelle les hard skills. Donc pendant très longtemps, on a parlé des soft skills, le savoir-être, mais le savoir-faire reste toujours très important dans l'IA. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis juriste. Toi, tu ne l'es pas. Si on a un même degré d'utilisation d'IA, si on me demande de faire un contrat, le contrat qu'on rédigera ne sera pas la même, fait pareil, parce que j'ai toujours mes hard skills de juriste, donc je saurai utiliser l'IA de façon plus efficace. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est la collaboration humain-IA. Des métiers où la créativité est importante, ça va toujours rester important. La pensée critique, parce qu'il ne faut pas prendre tout ce que nous dit l'IA pour argent comptant. On va le voir juste après, notamment ce qu'on appelle les biais. L'apprentissage continu, ça c'est fondamental. Étant moi-même formateur IA, l'une des choses avec lesquelles j'ai le plus de mal, c'est suivre l'évolution technologique. Pratiquement tous les jours, je lis des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils. Donc vraiment, l'apprentissage continu, les communications claires. Et donc les enjeux et limites de l'IA générative, donc hallucination, inexactitude, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'IA n'est pas programmé pour vous dire la vérité, mais pour vous répondre. Donc, toujours vérifier, toujours faire attention à ce qu'il vous dit. Il y a la question des droits d'auteur, qui est une question qui est un peu plus juridique. Tout ce qui est musique, livres, articles de journaux, tout ce qui est dans le domaine public a été utilisé par l'IA. Donc, aujourd'hui, par exemple, avec la musique, on voit il y a un nouveau phénomène, c'est la création d'artistes IA. Donc, on crée des artistes, on crée de la musique, on crée des paroles, et parfois on emprunte la voix d'acteurs qui existent déjà. Et en plus, parfois, ça marche très bien. Après, voilà, c'est des questions qui évoluent. Par exemple, le monde a fait un partenariat, je crois que c'était avec OpenAI, avec ChatGPT, pour que ces articles aillent dans la base de données d'OpenAI, mais en se faisant rémunérer ou avec une visibilité. Parce qu'en plus, ça permet aussi au journal Le Monde, d'être cité dans OpenAI et peut-être d'avoir plus de clics. Parce que ce qui se passe actuellement dans les plateformes type ChatGPT, etc., c'est que de plus en plus, on peut tout faire avec ces plateformes. Je ne suis pas rentré dans le détail parce qu'on avait qu'1 heure, mais par exemple aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut les lier à son compte Google, donc à son Gmail, à son calendrier, à son Outlook, directement avec ChatGPT. Je peux lui dire, fais-moi le résumé de tous les mails de la semaine dernière que je n'ai pas lus, prépare-moi une réponse. Ok, ces réponses me conviennent, envoie-les, accepte le rendez-vous et mets-le à mon agenda. Donc, juste en restant sur ChatGPT, je peux faire tout ça. Et ce vers quoi on va aussi, c'est pour tout ce qui est e-commerce. Et du coup, ce vers quoi on va aussi, par exemple, c'est tout ce qui est e-commerce, etc. Faire du e-commerce en restant sur ces plateformes-là. Donc, de plus en plus, les plateformes extérieures commencent à faire des partenariats avec ces outils IA. Donc, c'est pour ça qu'aussi le monde le fait, pour être cité et avoir plus de visibilité. Et ensuite, voilà, les biais et discriminations. C'est très important parce que l'IA n'est que le reflet des données qu'elle a. Donc, je vais vous prendre un exemple un peu concret. Comme vous le savez, Elon Musk, alors je vais vraiment rester neutre, hein, c'est pas une vision politique, mais Elon Musk a une IA sur Twitter qui s'appelle Grok. Elon Musk a une vision du monde. Et du coup, Elon Musk va faire en sorte de lui donner d'avoir une IA
générative avec sa vision du monde. Donc avec des données qui sont en rapport avec sa vision du monde et un modèle qui sera sur ça. Donc quand vous allez lui poser la question... Et des biais cognitifs. C'est ça, ce qu'on appelle les biais. A contrario, jusqu'à l'arrivée de Trump, par exemple, Google était considéré comme entreprise woke. Et du coup, le biais de Gemini pouvait être considéré comme woke. Et le test qu'on pouvait faire, maintenant, depuis que Trump est arrivé, Google n'est plus woke. Voilà. Mais le test qu'on pouvait faire, par exemple, c'est demander à Grok combien de genres il y a. Grok allait répondre 2. Et demander à Gemini combien de genres il y a. Et Gemini allait nous répondre 32, enfin 42, je ne sais plus combien il y avait. Voilà. Parce que ces outils-là ne sont que le reflet de la vision du monde. Et c'est pour ça, comme tu le disais, Monsef, là où c'est aussi important d'avoir des outils qui ont la même vision du monde que la nôtre, européens, français. Donc, d'où l'importance d'avoir le chat et d'avoir des données qui vont aller dans le sens de ça. Et je vais aller plus loin. Donc là, on vous a parlé de biais de discrimination voulus. Mais parfois, ce n'est pas voulu. Au début de l'IA, Amazon a voulu créer une IA pour recruter. Ils se sont dit, bon, on reçoit énormément de CV. On n'arrive pas à tous les traiter de façon humaine. Donc, on va faire un logiciel IA pour la première slab de CV qu'on reçoit, les traiter avec de l'IA avant d'arriver au deuxième cycle. Ils se sont dit, bon, on va prendre toutes les données de l'entreprise Amazon, voir le profil type des gens qu'on recherche. Et comme ça, quand le CV arrive, on verra si c'est proche de ce profil type ou pas. Ils ont mis en place l'IA et ils se sont rendus compte que 85% des profils qui passaient la première étape étaient des hommes. Pourquoi? Parce que 85% des gens qui travaillent chez Amazon sont des hommes. Comme ils ont beaucoup de livreurs, 85% des personnes. Et en fait, sans le faire exprès, le logiciel IA d'Amazon a eu un biais. Parce qu'encore une fois, ce n'est que le reflet des données qu'on lui a données. Donc, c'est des données, il y avait 85% d'hommes, et donc, la machine n'est pas intelligente, c'est que des probabilités, et c'est dit, ça veut dire que dans le profil idéal, il faut un homme, à 85%. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, et toujours se relire. Et bien sûr, dépendance de compétences, il ne faut pas tomber dépendant. Alors, il y a une donnée qui est intéressante, c'est que OpenAI, donc ChatGPT et Claude ont sorti un rapport il y a 2 semaines. Il y a un tiers des utilisateurs qui utilisent l'IA générative, enfin, leur outil, pour du brainstorming. Donc c'est vrai que c'est très efficace pour ça. Et l'IA aussi, apparemment, un très bon coach, par exemple. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, et la crainte on va tous devenir bêtes, parce que on réfléchit plus, on demande tout à l'IA, on constate que effectivement, pour les trucs un peu bébêtes, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, on peut lui demander. Mais quand c'est des sujets qui nous intéressent un peu plus, ou qui sont plus importants pour nous, on constate que l'utilisation qui est faite, c'est plus du brainstorming. Donc moi, je pense ça, je veux faire ça, accompagne-moi, comment je peux le faire. Donc voilà quelques conseils pour pouvoir passer à l'action. Donc déjà, créez vos décomptes. Donc là, d'ailleurs, j'ai oublié le chat. Créez vos décomptes, testez des cas d'usage. Par exemple, rédiger un mail professionnel, un document complexe. Vous pouvez suivre des experts sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pour voir comment ça évolue. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de façon très facile et très rapide. Et ensuite, si vous voulez un peu plus loin, c'est commencer à intégrer les outils d'IA dans votre quotidien professionnel, comment l'utiliser pour aller plus vite. Il y a des communautés qui existent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Il y a des formations en ligne qui sont gratuites que vous pouvez faire pour aller plus loin. Et vous pouvez partager votre expérience avec d'autres personnes pour échanger. Et avant de finir, il y a d'autres utilisations que je voulais vous montrer. On a un peu de temps avant de faire des questions-réponses. Est-ce que j'ai une petite question? Vous parliez des 85% à peu près qui étaient générés par l'IA sur le tri des CV chez Amazon, oui. Qui étaient plutôt masculins que féminins. Et est-ce que ça a un rapport avec ce que pourrait connaître l'IA dans les statistiques mathématiques qu'elle a en son pouvoir et qui serait lié à la réalité des engagements dans les circuits de distribution d'Amazon où il pourrait y avoir davantage de garçons que de filles? Parce que dans ces cas-là, ce serait logique qu'elle apporte 85% si elle était au courant des réalités d'engagement. Alors, effectivement. Vous comprenez? Oui, je comprends. En fait, je crois qu'il y a plus de garçons que de filles. À l'échelle d'Amazon, il y a 85% d'hommes. C'est ça. Alors, ça vient peut-être tout simplement de là. Là, exactement, c'est ça. Non, mais exactement, c'est ça. Donc, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de, notamment de chauffeurs qui sont souvent des hommes, quasi exclusivement des hommes, dans les usines Amazon, c'est souvent aussi des hommes qui y travaillent. Et donc, quand Amazon a voulu créer cette IA, il lui a dit, grosso modo,
voilà mes salariés, Oui, oui, bien sûr. fais-en un profil type. Alors, est-ce qu'on peut Quand je appeler ça- reçois un CV, Ouais. et tu regardes est-ce qu'il est proche de ce profil type. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un biais cognitif ou que c'est une réalité de terrain qu'elle a pris en compte? Vous comprenez? Alors oui, mais effectivement, c'est une Je vais poser réalité la qui question. a provoqué un biais, parce qu'effectivement, ce qui se passait, c'est que autant pour les personnes qui allaient postuler pour des emplois dans les bureaux, il n'y avait pas 85% d'hommes, et même pour ces emplois, le logiciel IA allait mettre en avant les profils des hommes. Et donc voilà, je voulais vous montrer aussi quelques. On parlait tout à l'heure, j'ai passé un peu vite, mais comme on a un peu le temps, quelques exemples. On parlait tout à l'heure de ce qu'on pouvait faire dans le milieu professionnel. Donc là, je l'ai fait aujourd'hui. Hein. C'est un rapport sur l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Donc j'ai demandé un résumé de 2 pages, accès business, puis une publication pour LinkedIn et un thread pour Twitter. Donc j'ai mon résumé, comme ça, au lieu de lire les 45 pages, je lis ça et le rapport, je l'ai compris. Là, j'ai une publication pour LinkedIn, comme ça, je peux directement dire, voilà, il y a un rapport qui est sorti, voilà ce qu'il dit. Et même, je peux même aller sur Twitter et faire un thread, enfin X. Voilà. Et là, voilà, plutôt que prendre beaucoup d'heures à lire ça, à le comprendre, faire un résumé, puis ensuite réussir à faire une publication sur LinkedIn et sur Twitter, là vraiment ça m'a pris 2 minutes, en 2 minutes tout est prêt. Bon, j'ai pas relu, hein, mais pour montrer le potentiel. Et ça, pareil, j'ai pris le rapport annuel de Total Energy, 600 pages, de 2023, et le rapport annuel de Total 2024, 600 pages aussi. Je les ai mis, fais-moi un rapport comparatif entre les 2 rapports, dis-moi tout ce qui change. Et là, pareil, en 3 minutes. Alors, il vous les a dit s'il fallait acheter du Total ou pas. J'ai pas demandé. Et là, j'ai pas internet, je pourrais pas demander. Mais, Ça, c'est pour Non, l'emploi. comme outil d'aide à la décision, c'est ça. c'est ça. Et Les études économiques. ce que je voulais montrer, c'est une petite chose marrante, c'est que aujourd'hui, la dernière nouveauté avec l'IA générative, donc depuis quelques semaines, c'est que les IA génératives créent des navigateurs. Donc là, on utilisait Mozilla Firefox, Google Chrome, avant Internet Explorer. Edge. Maintenant, voilà, Edge. Maintenant, les outils IA créent des outils, des navigateurs IA. Et là où c'est efficace, par exemple, c'est ici, c'était une vidéo YouTube où, comme je dis, j'ai pas Internet, désolé. Comment gagner de l'argent avec l'IA. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai des propositions. Là, je vais demander de me faire un résumé. Et l'IA, qui est directement dans mes navigateurs, m'a fait un résumé de la vidéo. Donc plutôt qu'écouter les 16 minutes 27. Et ce qui a été généré conduit en prison ou pas? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est intégré dans le navigateur. C'est-à-dire que je n'ai pas à prendre le lien, le mettre sur ChatGPT ou le connecter. Là, vous voyez, hop. Moi ici, j'ai Google Chrome, mais maintenant j'ai GenSpark, c'est un outil IA que j'aime bien. Donc automatiquement, j'ai GenSpark et voilà, j'ai des options. Et par exemple, sur YouTube, avec GenSpark, je peux lui demander de faire un résumé de la vidéo, de me sortir le transcript. Donc tout ce qu'il dit, il me le met sur Word. Donc j'ai directement tout le texte. Je peux lui demander de me faire un podcast plutôt, parce que la vidéo, je ne peux pas l'avoir, il me fait un podcast, je l'écoute. Et même, je peux lui demander de me générer une présentation PowerPoint sur ce qu'il dit. J'avais essayé sur le discours de Bayrou, sur le budget, et vraiment, hein, la vidéo de Bayrou, 1h45 sur le budget, ce qu'il fallait faire, c'était en juillet dernier. Je lui ai dit, fais-moi une présentation PowerPoint. C'est vraiment dommage que je n'ai pas Internet, mais je ne pense pas que ça marche sans connexion. En partage de connexion peut-être. Oui. Il m'a fait un PowerPoint de 10 pages, mais qui Et un était PowerPoint qui durait combien de temps? 10 slides. Ah oui. 10 slides, et vraiment une qualité que moi, en tout cas, tout seul, j'aurais jamais pu faire. Ah oui, c'est bien. Donc là, mon navigateur, c'est un navigateur IA qui s'appelle GenSpark, mais Gemini va commencer à le faire. Donc voilà, comme vous le voyez ici, j'ai résumé la vidéo, sortir le transcript, faire des slides, faire un podcast et poser une question. Donc je peux poser des questions directement sur la vidéo, donne-moi les principales mesures, il peut me le faire. Moi, j'ai cliqué sur Auto-Generate Slide. Bon là, je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps et en plus, ça me coûte des crédits. Donc j'ai juste cliqué, ça a pris moins de 5 minutes. Et donc ça, c'est la slide ça m'a fait la slide depuis la vidéo YouTube. Donc voilà, ça m'a fait un sommaire. Déjà, il y a un mot au moins depuis cet après-midi, c'est les retraites. Le contexte du discours.
anéanti. c'est génial. Et ça, c'est vraiment basé sur le discours de Bayrou. Hein. C'est pas des informations qui ont été prises sur Internet. Ouais. C'est basé sur ce que Bayrou a dit dans cette vidéo sur YouTube. Ouais. Et effectivement, donc, il y a des outils, encore une fois, bon, ça va faire un peu catalogue, hein, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils de compte rendu de réunion. Moi, avec mon outil GenSpark, toujours, là, je peux enregistrer tout ce qui se dit en réunion physique, visio, et une fois que c'est fini, je dis c'est fini, ça me fait un rapport, et je peux même l'orienter en disant là, ça va être un rendez-vous commercial, donc derrière, dis-moi ce que je dois faire. Là, je peux dire c'est un rendez-vous pédagogique, donc il va me faire un format différent, ça va prendre en compte tout ça. Autre chose que je peux vous montrer, pour la recherche internet par exemple, là c'est très efficace. Bon, je vais faire la version facile. Discours. Donc ça pareil, c'est un outil qui est bien pour la recherche sur internet. En fait, c'est un outil de recherche comme Google, mais au lieu de vous répondre avec des sites internet, elle va tout directement vous donner la réponse. Et là où c'est l'efficacité supplémentaire, c'est qu'en plus vous aurez la source de la réponse. Là par exemple, alors j'ai vraiment fait un prompt, enfin très facile, hein, discours de politique générale de Lecornu. Là on voit qu'il est parti chercher sur 16 sources. La différence de ChatGPT, tout est recherché sur internet, donc il y a une actualité qui est très récente. Donc voilà, quand je demande sur Google, en fait, je vais chercher l'information moi-même. Et la force de cet outil qui s'appelle Perplexity, c'est que quand je le demande, j'ai directement la réponse qui m'est apportée. Et contrairement à ChatGPT, on peut avoir peur des hallucinations, etc. Là, toutes les sources. C'est-à-dire que là, il me dit ça, hop, ça vient du Figaro. Là, il me parle de ça, hop, ça vient du Monde. Voilà, donc sachant que là, voilà, c'est vraiment le plus facile. Il y a des modes qui sont un peu différents, type recherche approfondie, où ça peut vraiment faire des rapports beaucoup plus longs. Ouais, Perplexity, en fait, c'est un Google Search d'OpenAI. On voit la grosse différence, c'est que, quand tu cherches sur Google, donc tu n'as pas de réponse directe, tu as des sites internet. Perplexity, ce qu'il y a à faire, c'est qu'elle va chercher sur Internet, mais plutôt que de te donner des sites internet, elle va directement t'apporter une réponse. Donc là, c'est sur le discours de politique générale, tu as le résumé. Et l'avantage supplémentaire par rapport à un chat GPT ou autre, c'est que tout est recherché sur Internet, donc c'est très actualisé. Et à la fin de chaque paragraphe, tu as la source. Tu vois, Figaro, Le Monde. Donc pour la recherche Internet, c'est top. Et donc là, par exemple, c'est juste le mode normal. Même sur la version gratuite, tu as le droit à un mode qu'on appelle recherche approfondie. Alors, pour la première question sur les comptes pro, moi, le conseil que je te donne en général, c'est dès qu'un outil, tu l'utilises plusieurs fois par semaine, professionnel, personnel, le compte prend l'eau. Si c'est un outil que tu utilises de temps en temps, pas besoin de prendre un compte professionnel, sachant que la plupart des outils sur un compte non payant, l'efficacité est déjà pas mal. Par exemple, Perplexity, par exemple, tu as le droit à 3 recherches approfondies par jour. Donc, c'est un outil que tu n'utilises pas souvent. C'est limité quand même. Ouais. Voilà. Mais par exemple, si tu vas de temps en temps sur Perplexity pour une recherche approfondie, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, pas la peine de prendre un compte. Par contre, si tu as un métier qui fait que toi, tu dois toujours faire de la recherche sur Internet, parce que dans ton métier, c'est mieux que la recherche de base de données type ChatGPT, là, pas la peine de prendre le compte. Et alors, selon les outils que tu utilises, moi, l'outil que j'utilise, c'est GenSpark Super Agent. C'est un truc qui n'est pas très connu. Et en gratuit, c'est très limité. Et par exemple, sur cet agent-là, Frédéric, je peux complètement personnaliser, tu vois, sur qui je suis. Tu vois, mon profil. Et il me semble, alors je ne les connais pas tous par cœur, mais il me semble que normalement, dans les options, tu peux, peut-être pas autant, mais tu peux faire des petites modifications. Tu vois, sur Perplexity, tu peux cliquer sur académique. Tu vois, et donc là, au lieu de faire de la recherche web, tu vois, au lieu de faire de la recherche web, tu fais que de la recherche académique. Ouais, quand tu veux travailler sur des molécules. Exactement. Machin, pareil, par exemple, tu peux, si tu veux faire des choses sur l'opinion, tu peux faire que du social media. Là, tu vois, je clique sur ça, ça me fait que de la recherche social media. Ouais. Là, tu vois, finance, c'est que de la recherche sur les documents financiers. Ouais, voilà, les outils que je vous montre sont en général assez complets. Hein. Là, comme on est pris par le temps, je vous montre un peu vraiment en surface. Ça veut dire que ça nous donne du temps et on est sûr de ce qui... C'est ça. Et par exemple, voilà, tout à l'heure, donc là pour la petite différence, voilà. Donc, ça, c'est le mot, voilà. Donc ça, c'est la même question sur la DPG de Lecornu, donc sur le mode Perplexity normal.
Et sur Perplexity, du coup, vous avez ce qu'on appelle une recherche approfondie, où là, déjà, vous voyez la différence. Ici, il y a 70 sources, alors que sur le mode normal, il n'y en a que 16. Et du coup, en mode recherche approfondie, vous avez quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ce qui permet de plusieurs C'est ça. Et pareil, sur Perplexity, même je peux quand même aller plus loin, il y a ce qu'on appelle les labs, donc poser les mêmes questions, et ça me fait des graphiques, des choses comme ça. Enfin, j'ai autre chose que du texte. Et le dernier programme que je vous montre en vitesse. Alors ça, c'était lors d'une formation. C'était une fédération qui travaillait beaucoup en Europe et du coup qui avait des sujets européens. Cet outil-là, ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à ChatGPT qui a une base de données avec plein d'informations, dont nos données sont utilisées, donc quand on donne un document, il le garde, il le stocke. Là, c'est un outil qui ne vous répond que sur les sources que vous lui donnez. Donc en fait, quand l'outil, vous le prenez, il y a 0 source, et quand vous allez l'allumer, vous allez mettre vos documents à vous, donc vos PDF, vous pouvez mettre des PDF, vous pouvez mettre des sites internet, vous pouvez mettre des vidéos YouTube, et une fois que vous les avez mis là, l'outil ne les utilise pas, ne les stocke pas. Donc il y a une sécurité supplémentaire. Et quand vous avez posé des questions, au lieu de vous répondre avec toute la base de données qu'elle a, elle va vous répondre que sur les documents que vous lui avez donnés. Donc moi, je n'ai donné que des documents de la Commission européenne, et je parle en européen, sur le Data Act. Et du coup, je ne suis pas parasité avec plein d'informations annexes. Quand je lui pose des questions, type, voilà, là, comment le Data Act rééquilibre-t-il la valeur, voilà. C'est quoi tout l'outil? Notebook LM, c'est un outil de Google. Pour l'instant, c'est gratuit, donc tout le monde peut l'utiliser avec un compte Google. Voilà, ouais. Notebook LM, ouais. C'est pas exactement un agent IA, c'est surtout que la grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir une base de données, elle se base que sur ce que tu lui donnes. Le bon côté, c'est que regarde, tu vois là, tu as l'affirmation, et là, les petits chiffres que tu as la source. Voilà. Ah ouais, ça te dit dans la page et le document. C'est ça, tu peux cliquer après pour le retrouver dans où est-ce qu'il est exactement. Parfait, ça, ouais. Par contre, là aussi pour l'instant c'est limité, mais ça va sûrement évoluer, tu n'as que du texte pour l'instant. Il ne pourra pas te produire des graphiques ou... mais tu peux lui filer quoi comme format? Du PDF? PDF, lien de site internet et lien YouTube. Et si tu as des cartes ou des graphiques sur PDF, il ne va pas les lire. Si, il va les lire. Par contre, il ne pourra pas en générer lui. Ah d'accord. C'est ça. Mais il peut te dire, Non, oui, il peut les lire. il peut sortir une donnée Oui, ça il peut. d'un graphe et te dire c'est Oui, ça il peut. Mais par contre, il ne pourra pas de générer. Ok. Voilà. Parce que là, en fait, tous les outils IA, on va de plus en plus parce que vous avez dit les agents IA. Et la grosse différence des agents IA, on va dire, pour faire vraiment très court, c'est que la grosse différence des outils d'IA génératifs, c'est que ils ne génèrent plus que du texte, mais peuvent générer aussi des PowerPoint, des Excel, des sites internet, des choses comme ça. Et ce qui est marrant avec cet outil aussi, c'est qu'il y a plein d'options, comme notamment, il peut nous faire des cartes mentales avec les documents qu'on lui a donnés, automatiquement. Donc là, règlement européen, objectifs principaux, et ça me les retrouve, voilà. Et ça génère automatiquement, donc c'est ici. En plus des cartes mentales, ça peut nous faire des quiz. Ça notamment pour l'apprentissage, pour l'éducation, c'est super. Donc quand le règlement européen d'attaque est-il entré en application, hop, ça n'a pas la réponse. Voilà. Autre chose, hop. Ça peut nous faire une synthèse de tous les documents automatiquement. On dit fais-moi une synthèse là. Voilà, j'ai une synthèse qui s'est faite de tous les documents que je vais donner. Et les deux autres choses qui sont assez rigolotes, c'est que ça peut me faire un podcast. Bienvenue dans notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on est littéralement submergé par les données. Tout ce qui nous entoure en génère, nos téléphones, les voitures, les machines dans les usines. C'est vrai. Et le volume est juste ahurissant. On parle de chiffres. Donc ça, c'est vertige. En se basant sur les documents que j'ai mis, ça m'a produit un podcast. Et donc ça me permet. Oui. C'est exponentiel. Et face à ce et ça me permet en fait d'avoir un résumé audio de tous ces documents-là. Septembre 2025, c'est le jour d'une nouvelle réglementation européenne majeure. Par exemple. Et en plus, là, depuis 3 semaines, il y a eu une mise à jour. Notebook LM, moi. Et en plus, il y a une mise à jour. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut choisir le ton du podcast.
Donc ça peut être analyse approfondie, juste un briefing, critiquer tout ce qu'on a mis, ou un débat. On va même prompter un peu sur quel genre de podcast on veut, quelle durée on veut. Et excuse-moi, juste, je termine. Et dernière fonctionnalité aussi qui a été mise, c'est, mais pour l'instant c'est très limité parce que c'est encore très nouveau. C'est génial. Et la vidéo, là. Mais pour l'instant c'est très limité, la vidéo elle est... Alors il y a une nouvelle réglementation européenne qui va tout simplement transformer notre rapport aux données. Toutes ces données qu'on génère chaque seconde sans même s'en rendre compte avec nos appareils connectés, eh bien elles sont au cœur d'un changement majeur. On va décortiquer ensemble ce fameux Data Act pour voir ce que ça change concrètement. Oui, c'est la grande question. Imaginez un peu, la voiture, le frigo, la machine à laver et même les machines dans les usines, tout est connecté. Alors regardons un peu comment cette nouvelle loi compte s'y prendre pour rendre l'économie numérique plus équitable. 270 milliards d'euros. C'est l'enjeu économique et il est colossal. C'est ce que l'Union européenne pense que le Data Act pourrait ajouter au PIB européen d'ici 2028, simplement en libérant le potentiel de ces données. On parle ici d'un véritable coup de fouet pour la croissance qui serait tiré par... Donc là, encore une fois, cette vidéo a été générée à partir des données qu'on a données, des documents qu'on a donnés ici. Juste ma question, parce que je pense avoir la réponse automatiquement, mais puisque c'est un document européen, il sait analyser les 27 langues européennes. Enfin, pas les 27, peut-être 22. Quoi. Alors c'est pas européen, mais Non, mais comme tu parles, tu travailles sur Data Act, je dis, on analyse la situation européenne, donc j'impère que l'outil est capable d'analyser des documents en plusieurs langues. Voilà. Et de résumer en français. C'est ça, mais pour moi c'est évident, mais c'est... Alors, en fait, pour faire une réponse plus générale, c'est que plus une langue est parlée dans le monde, plus il y a de la donnée publique et plus l'IA est efficace sur cette langue. Par exemple, notre BookLM, quand notre BookLM est sorti, elle était disponible qu'en anglais. Parce que comme c'était Google, beaucoup de données en anglais. Et la langue française est arrivée quelques mois après, parce qu'ils n'avaient pas encore assez de données d'entraînement pour le faire en anglais. Mais par exemple, c'est pas un pays de l'Union européenne. Par exemple, je sais pas, la langue moldave qui n'est pas beaucoup parlée, je suis pas sûr qu'on puisse lui demander quelque chose en moldave, par exemple. Non, mais il y a la langue d'interrogation, qui est le français, mais moi je parle de la langue de l'analyse des documents. Il y a plein de documents européens, ils sont tous en anglais, d'accord, mais il y en a peut-être en moldave ou en bulgare. Est-ce qu'ils sont partie de l'analyse? Concrètement, dans la situation européenne, non. Depuis l'élargissement à 10, l'Union, elle communique plus dans toutes les langues. Ouais. C'était le main. En fait, l'IA, les publications sont d'abord... plus la langue est parlée et utilisée, plus ça sera efficace. C'est-à-dire que tu prends le même rapport en anglais et en moldave, les questions que tu vas poser, les réponses que tu vas avoir avec le rapport en anglais vont être plus efficaces, parce que comme c'est une langue qui a été beaucoup plus utilisée pour l'entraînement, l'IA sera plus efficace sur l'anglais. Voilà. J'ai une question sur notre book en fait, parce que j'ai entendu dire qu'en anglais, on pouvait intervenir dans le podcast. Oui, on peut, ouais. Poser une question. Exactement. Comment ça se passe, parce que là, en fait, là c'est en français, donc c'est pas là, c'est en encore. français, je l'ai utilisé qu'en français, mais ça va. Tu as une touche pour intervenir. C'est très impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a le podcast, on appuie sur la touche, on pose une question oralement, un message n'est pas compris, et en fait, le podcast répond à notre question. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai pris un peu plus de votre temps que prévu, mais je voulais finir par vous montrer, en vous montrant quelques outils. Et... T'as le traducteur automatique aussi quand tu vas à l'étranger, tu sais pas par où. Mais traducteur automatique, de toute façon, ça arrive aussi. Hein, là, iPhone, sur ses derniers AirPods, il est traducteur automatique. C'est juste que c'est pas encore arrivé en Europe parce qu'il y a tout ce qui est RGPD, etc. Mais aux États-Unis, on peut déjà faire la traduction automatique avec les AirPods. Et ça va faire qu'évoluer. Ouais. Les Japonais, là, quand ils étaient tout seuls, il y en avait qu'un qui parlait anglais, puis tous les autres Japonais, puis tout le monde. Et donc voilà, merci de votre attention. Pour rappel, comme je vous le disais, avec Alter Information, nous faisons des formations sur mesure en fonction de vos métiers. On fait un programme et une formation sur mesure pour vos métiers avec des cas pratiques qui vont vous parler pour que vous puissiez adopter au plus vite dans vos entreprises. Merci. Okay. Bravo.